éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Il y a un autre élément clé, c'est le fait de remercier, de suivre l'action, d'aller au bout et de remercier ceux qui ont participé. C'est un élément aussi assez fort qui est important. Moi, de mon point de vue, qui suis plus sur la partie évaluation et du coup aussi comité scientifique, je le disais sur le comité scientifique, c'est-à-dire que non seulement on va chercher des experts 14 qui travaillent ensemble, ils libèrent 4 journées par an à titre bénévole pour venir aider Time for the Planet, ce qui n'est pas neutre. Mais en fait, ils y retrouvent quelque chose aussi, c'est-à-dire qu'on l'organise à la fois pour utiliser leurs connaissances, mais pour que ça puisse leur être utile. Et il y a ce transfert, il y a cet échange avec d'autres experts, et on les remercie derrière de leur action, et ils voient que ça se concrétise aussi avec la réalité de la création des entreprises. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute. Bonjour Time for the Planet. Comment allez-vous ? En pleine forme. Et toi ? Très très bien. Ça va. Alors aujourd'hui, c'est un épisode extra spécial parce qu'il y a 4 personnes et je fais un interview en très 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 bonne compagnie car je suis accompagné de Caroline Leroy, qui est une amie et qui est aussi doctorante sur la résilience des territoires touristiques. Et pour parler de Time for the Planet, on a décidé ensemble, Caroline est venue me voir et m'a dit ça serait bien qu'on fasse quelque chose qui justement puisse mettre en avant ce que fait Time for the Planet, mais aussi voir s'il n'y a pas justement des apprentissages qu'on peut récupérer pour nous dans l'industrie du tourisme qui cherche à développer justement un tourisme durable. Alors, Caroline, en quelques mots, j'aimerais que tu te présentes, comme ça les gens vont s'habituer à ta jolie voix et que tu nous dises un peu ce que tu fais, etc. et un peu ton CV, quoi. Super, merci François, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, l'entrepreneur à la banane comme je te surnomme. J'avais eu l'occasion de parler de mon expérience dans les parcs naturels régionaux sur un des premiers podcasts et c'était un véritable plaisir de discuter avec toi de ce qui fait sens à mon métier, la transition du secteur touristique institutionnel. Et j'ai fait le choix l'an dernier de quitter la belle famille des parcs pour reprendre mes études en vue de la préparation d'une thèse que je réalise aujourd'hui entre le laboratoire de l'Université de Perpignan et celui de Poitiers sur la thématique de la résilience des territoires touristiques et la gouvernance adaptative, c'est-à-dire comment créer un tableau de bord à l'échelle des territoires touristiques pour les faire prendre en compte les enjeux environnementaux et la concertation des parties prenantes. Et à côté de ça, je suis volontaire pour aller dénicher des pépites et des initiatives innovantes. Time for the Planet est un merveilleux exemple. Quand j'ai découvert la dynamique, j'ai eu vraiment un coup de cœur, tant sur le volet juridique, la communauté, la communication, et je trouvais intéressant de les mettre à l'honneur dans ce podcast, d'autant plus que ce podcast, j'adore l'écouter quand je fais mon petit sport le matin. Donc voilà, ravie d'être avec les timers aujourd'hui. Merci Caroline. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a un des fondateurs qui est caché derrière un ordinateur et qui ne parlera pas aujourd'hui, Nico. On ne savait pas, mais c'est un garçon extrêmement timide. Alors, il a passé sa parole à 2 personnes, à Mehdi et Denis. Et je vous invite tous les deux, l'un après l'autre, à présenter Time for the Planet et puis à vous présenter aussi quel est votre rôle au sein de Time for the Planet. Vas-y, Denis.
Très bien. Pour commencer, Time for the Planet a une vocation, c'est de s'attaquer à un grave problème et ambitieux problème qui est la lutte contre le réchauffement climatique, avec un angle d'attaque qui est de développer, de les détecter, de les développer et de les déployer des innovations qui peuvent avoir un impact massif, du coup, sur les gaz à effet de serre, puisque c'est de ça dont on parle quand on parle de réchauffement climatique. On le fait de manière originale. Je laisserai Mehdi vous expliquer un peu plus tout ça. Pour ma part, je m'occupe de la partie scientifique et sélection des innovations, de ces types d'innovations. Et quand je parle d'innovation, j'aime bien insister déjà en disant qu'on ne parle pas de technologie, mais de tout type d'innovation. Il y a plein d'innovations qui sont non technologiques, voire low-tech, ou des innovations de services, des innovations d'organisation. Donc, c'est toutes ces organisations qui nous intéressent là, parce qu'en fait, l'innovation sert à changer en profondeur un système, et c'est ce dont on a besoin en complément évidemment de toutes les évolutions de comportement individuels que l'on doit faire, mais qui seront malheureusement nécessaires, mais insuffisantes. Alors pourquoi moi j'insiste sur ce volet d'innovation quand je présente Time for the Planet? Parce que c'est ma casquette d'ingénieur, donc j'ai une formation initiale d'ingénieur en mécanique générale, et pendant 10 années, j'ai été dans le métier du conseil à l'innovation pour différentes entreprises, start-up, PME, grands groupes, pas forcément sur le volet uniquement environnemental, mais vraiment le sujet de l'innovation, donc des collaborations avec des partenariats de recherche, des laboratoires également. Et en fait, tout ce secteur de la R&D, de la recherche-développement, de l'innovation, c'est un secteur qui en France est très développé, qui fonctionne bien, mais qui n'est pas orienté pour l'environnement et qui prend du temps aussi et qui n'est pas forcément adapté soit aux scientifiques, soit aux entrepreneurs, soit aux financiers. En fait, il y a plein de personnes différentes qui ont des langages différents et il faut arriver à les faire dialoguer ensemble. Et en fait, c'était un peu ça mon métier finalement pendant 10 ans, c'était de faire le traducteur entre les responsables de R&D, les entrepreneurs, les financiers, pour arriver à ce que l'ensemble des éléments clés finalement de réussite d'une innovation se retrouvent. Et donc maintenant, j'apporte cette expérience-là au sein de Time for the Planet, avec du coup une vision nouvelle, parce que notre principal axe de recherche d'innovation, c'est le fait qu'elles aient un impact positif sur le climat et un impact massif. Et donc du coup, on a dû développer notre propre façon de sélectionner ces innovations, et on en parlera un petit peu plus tard dans ce podcast. Merci Denis. Et toi Mehdi, alors, qui es-tu? Mais qui est Mehdi? Écoute, Mehdi Colli, je suis un entrepreneur. J'ai toujours monté des boîtes. J'ai jamais fait d'autre chose au niveau professionnel dans ma vie. Chez Time, je suis en charge de l'exécution. Alors, il ne s'agit pas d'exécuter des gens. Il s'agit d'exécuter la mission de Time for the Planet. Donc, disons que je suis celui qui est sur tous les sujets à la fois. C'est un peu comme dans les startups. Il y a souvent quelqu'un qu'on appelle le CEO, Chief Executive Officer. C'est un peu ça, mais sans être chief, puisqu'en fait, on est 7 General Managers, donc on va dire 7 qui avons en charge de prendre les décisions et de trancher. Par contre, le point commun avec un CEO dans les startups, c'est que moi, je suis très à l'aise avec le fait de démarrer de rien, de démarrer tous les nouveaux projets, de savoir si quelque chose va marcher en le faisant, en fait. Donc, je suis amené à travailler à la fois sur la partie levée de fonds pour Time, la partie investissement dans nos innovations, donc d'analyser une fois qu'ils ont passé le stade du comité scientifique pour voir s'il y a un marché ou pas, la conception du dividende climat dont on parlera sûrement, qui est le retour sur investissement climat que propose Time for the Planet, la communication, enfin voilà, je peux intervenir en fait sur tous les sujets et c'est vraiment ça que j'aime en fait dans l'entrepreneuriat, surtout quand au départ on démarre sur quelque chose où vraiment on connaît rien du tout. C'est là que c'est le plus intéressant et c'est là qu'on peut apporter un regard nouveau, et je pense que s'il y a une des raisons pour lesquelles Time for the Planet arrive à commencer à percer, c'est que justement on est arrivé sur un sujet où on ne connaissait rien et du coup forcément on le voit d'un œil complètement nouveau. D'ailleurs, on va parler maintenant de la communauté et je vais laisser la parole à Caroline pour en parler parce que évidemment 55 000 peut-être plus quand l'épisode sera publié comment dire d'associés, c'est une sacrée entreprise, ça se gère comment quoi? Et donc je vais passer la main à Caroline pour ces questions. Alors moi, c'est ce qui m'avait séduite au premier abord. En fait, j'avais participé à la présentation de la galaxie de l'action. Donc déjà, cette métaphore autour des planètes, des étoiles, etc. Déjà, elle était particulièrement inspirante. Et puis la rigueur, hein, à chaque fois systématiquement, c'est très rigoureux. Même si tout le monde peut proposer son aide pour
pour faire connaître Time for the Planet. Donc voilà, à peu près 56 000 mi-juin, donc sûrement bien plus quand le podcast sera diffusé. Moi, j'ai eu la chance d'interviewer Nicolas sur justement qui m'avait parlé de l'intelligence collective et de la dynamique collective et d'écrire un article pour le blog e-tourisme info parce que moi, je suis jalouse clairement en étant ancienne animatrice de réseau. 5 ans pour avoir 50 entreprises. Vous, au bout de 2 ans, vous êtes déjà à 50 000. C'est quoi la recette du succès? C'est quoi vos tips pour justement organiser cette communauté de plus de 50 000 personnes? Donc voilà comment ça fonctionne, les outils que vous utilisez. Alors moi, je fais personnellement partie de la dynamique collective, mais voilà, comment ça se passe? Comment on rentre dans la danse et comment ça se passe? Bah, la clé, c'est de donner le boulot à Nico, parce que c'est lui qui pilote tout ça. Donc déjà, on va pas s'attirer les lauriers, c'est vraiment lui qui fait tout ce boulot et qui a réfléchi à ça. Et je pense que de manière très simple, c'est-à-dire que tu le dis, c'est à la fois rigoureux, mais à la fois très simple. C'est-à-dire que c'est pas des usines à gaz où il y a un gros process, où c'est cadré. Quand on dit rigoureux, c'est simplement une règle très claire et une vision très claire finalement pour que tout le monde puisse s'y reconnaître et trouver sa place. Et puis ceux qui trouvent pas leur place, ben c'est pas grave, ça veut dire que ça correspond pas, mais c'est plus la création finalement d'une culture, Time for the Planet, à laquelle on adhère, et du coup, après on met les outils en place pour la faire vivre, mais ça va plus dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a plus réfléchi vraiment à l'esprit, la vision, la culture, comment ça fonctionne. Et après, il y a plein de petites clés. Mehdi en a dit certaines, le fait d'être dans l'action et du coup, après, de trouver du monde autour et pas l'inverse. Le fait d'être d'ailleurs quand on dit la galaxie de l'action, c'est-à-dire tout ce qui est brainstorming, tout ça, Mehdi l'a dit aussi, est banni. On n'est pas là pour réfléchir, refaire le monde. On peut le faire pendant 1000 ans. On ouvre surtout des débats, la plupart du temps stériles. Et du coup, on est anti sur ces éléments-là, donc on est dans l'action. Et puis, ce qui marche, après, on le réitère ou on le généralise. Il y a un autre élément clé, c'est le fait de remercier, de suivre l'action, d'aller au bout et de remercier ceux qui ont participé. C'est un élément aussi assez fort qui est important. Moi, de mon point de vue, qui suis plus sur la partie évaluation et du coup aussi comité scientifique, je le disais sur le comité scientifique, c'est-à-dire que non seulement on va chercher des experts 14 qui travaillent ensemble, ils libèrent 4 journées par an à titre bénévole pour venir aider Time for the Planet, ce qui est pas neutre. Mais en fait, ils y retrouvent quelque chose aussi, c'est-à-dire qu'on l'organise à la fois pour utiliser leurs connaissances, mais pour que ça puisse leur être utile. Et il y a ce transfert, il y a cet échange avec d'autres experts, et on les remercie derrière de leur action, et ils voient que ça se concrétise aussi avec la réalité de la création des entreprises. Donc je dirais qu'il y a déjà un peu tous ces éléments clés. C'est un complément enfin c'est un mix un petit peu de tout ça. Après il y a quelques outils, mais là on n'a rien révolutionné sur les outils. On utilise des outils qui existent de chat, etc. Mais ce qui compte, c'est d'être réactif. Et puis on est tous habitués maintenant au visio, à la synchrone, etc. Depuis le Covid, donc ça aide aussi facilement à mettre une communauté tout de suite à l'échelle nationale. Même si au départ on était parti sur les rencontres humaines, qui est l'élément de clé. Là, on est un peu biaisé parce qu'il y a la rencontre par l'écran. Mais d'ailleurs, on revient là-dessus maintenant. On parle beaucoup d'apéroiser, de faire des événements pour se rencontrer maintenant. Et ça, c'est un des éléments clés aussi pour que ça perdure et pour fédérer, c'est d'avoir des événements, des moments de vie en commun. C'est-à-dire que peu importe la cause, etc., ce qui va fédérer, c'est qu'on passe des bons moments ensemble. C'est ça qui fera revenir les gens de toute façon. Dans n'importe quel assaut auquel vous participez ou des choses là. Enfin, si ça dure dans le temps, c'est parce que on vient faire des rencontres, on vient passer des bons moments. Et donc, du coup, on utilise aussi ce levier-là, qui est indépendant de la cause climatique ou quoi que ce soit, mais qui est du coup juste le levier pour que les gens se rassemblent et apprécient de le faire. Mehdi, tu as peut-être une réponse beaucoup plus structurée que la mienne qui est venue... Si c'est moi qui commence à faire des trucs structurés, on est mal barré. Non, en fait, je pense qu'il y a un truc que je rajouterais, c'est que Nico a une très grande capacité à anticiper tout ce qui va merder à un moment donné. Il connaît très bien aussi les problèmes que connaissent les associations dans l'engagement des gens. Parce qu'en fait, les associations sont très souvent maltraitantes, sans le vouloir, hein, sur les bénévoles qui sont engagés, etc. Et donc, à la base de la conception de la communauté Time, il y a beaucoup ça.
Et puis, je pense que la grosse différence aussi entre Nico et moi, c'est que lui, il est beaucoup plus flemmard que moi et ça lui donne une grande capacité à ne pas faire des choses. Et en fait, dans le time, le côté ne pas faire est très important. C'est-à-dire on a quand même cette structuration sous forme de planète où on va stocker entre guillemets les gens en fonction de critères, par exemple les compétences. Donc tous ceux qui savent, je sais pas, faire du montage vidéo, ceux qui sont juristes, ceux qui sont banquiers, etc. Ils vont être là et en fait le premier truc qu'on leur dit et ça fait du bien en fait de l'entendre, c'est qu'on n'attend surtout pas qu'ils fassent quelque chose. Juste, vous êtes là, si jamais un jour il y a besoin de vous, et probablement qu'il y aura jamais besoin, c'est pas grave. Et ça déjà c'est bien parce qu'en fait les gens viennent avec l'envie d'aider, mais en fait souvent il n'y a pas de besoin. Et c'est un des premiers trucs qu'on a essayé d'ancrer après grâce à cette vision-là, c'est de dire quel est le besoin. Et en fait, quand il y en a pas, bah, il faut rien faire et donc juste prendre du plaisir, faire des apéros, rigoler, et cetera, c'est beaucoup mieux. Maintenant, quand on veut agir, c'est pour ça qu'on appelle ça la galaxie de l'action, il y a aussi, par exemple, là, tous les règles dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire pas de brainstorming, pas je viens avec une idée, et cetera. Donc ça, j'en ai déjà parlé, j'y reviens pas. Et aussi, un truc fondamental, pas de débat. Vraiment, le débat, ça tue l'action parce que vous avez envie de faire quelque chose ensemble, vous prévoyez de le faire, vous commencez à le faire, vous vivez des bons moments, et un jour, il y a un mec qui vient et qui dit, mais vous, au fait, vous êtes plutôt pour ou plutôt contre le nucléaire? Et là, en fait, votre communauté, elle est morte. Parce que là, il y a c'est tous les sujets qui peuvent fracturer les gens. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, ça ne change rien. C'est-à-dire que vous ayez donné votre avis sur le nucléaire ou que vous l'ayez pas donné, ça ne changera rien à la politique nucléaire de la France, en fait. Donc, de toute façon, dans le cadre de la construction d'une communauté, ça n'apporte rien, en fait. Ça ne fait que détruire les moments positifs et les actions que les gens pourraient entreprendre. Donc ça, c'est vraiment au cœur de notre culture. Au début, c'est nous qui passions notre temps à le rappeler. Et en fait, désormais, la culture est présente. Donc, les gens qui sont là depuis longtemps le transmettent à ceux qui débarquent et qui pourraient vouloir lancer un débat. Ils se rendent bien compte très vite qu'ils vont être assez seuls. Et donc, du coup, bah, ça va pas prendre. Et ça marche vraiment super bien, quoi. Et après, sur les Yeah. outils, quand même, il y a aussi la croyance que l'outil fait la communauté. En fait, quand on veut monter une communauté, il faut vraiment pas réfléchir outil. En fait, on s'en fout. Et surtout, souvent, après, on a tendance à confondre l'outil et la communauté elle-même. Par exemple, nous, il se trouve que pour le chat, on utilise Discord. Il y a plein de gens de la communauté qui sont présents sur Discord, mais il y en a plein qui sont pas dans Discord. Et donc, il faudrait pas penser que la communauté, c'est Discord. C'est juste un moyen pour ceux qui ont envie d'échanger comme ça, mais il y en a qui échangent par téléphone, par visio, par je sais pas quoi. Il y en a qui échangent pas, qui font un truc tout seul de ouf. Il y en a qui font des trucs incroyables tout seuls dans leur coin pour Time, genre obtenir qu'on soit affiché dans l'Europe entière par JCDecaux gratuitement, plus d'1 million d'euros d'affiches. Mais ça, c'est un mec qui a pris son téléphone tout seul. Il n'a pas eu besoin d'être dans Discord, en fait, pour le faire. Donc ça, c'est le premier truc. Et après, il y a quand même un autre truc, c'est que on maîtrise vraiment bien le no-code, donc le fait de développer des outils, des logiciels sans code. Et ça nous a beaucoup aidé, par contre, pour faire la stratégie de communication et d'évaluation. Donc, c'est-à-dire l'évaluation, c'est le système d'évaluation dont a parlé Denis, qui est entièrement développé en no-code, qu'on a littéralement sorti la V1 en 2 jours. Et l'autre point, c'est pouvoir suivre les infos. Parce on a différents niveaux d'engagement. Il y a des gens qui sont actionnaires de Time et qui s'en rappellent même plus. Ça, c'est l'extrême mec qui s'en fout, mais bon, il est actionnaire quand même. Et puis, à l'autre bout, vous avez même des gens qui sont pas actionnaires de Time et qui aident. Enfin bon, bref. Puis à l'autre bout, vous avez des gens qui sont tellement dans la communauté que quand vous postez une demande, par exemple, je sais pas, on a besoin de corriger un texte, c'est l'orthographe, c'est un peu notre marque de fabrique, c'est qu'on est incapable de sortir un texte en faute d'orthographe. Donc il y a des équipes de relecteurs qui sont là et qui attendent qu'une chose, c'est qu'on balance un texte, comme ça ils vont pouvoir aller le corriger, quoi. Mais je vous jure, même moi je me lève tôt le matin et je rédige beaucoup. Quand je poste à 5h du mat, à 5h05, le texte est corrigé, quoi. C'est parce qu'il y a des gens qui squattent en fait complètement le truc. Et on a un outil qui permet de voir en live les infos par genre, je sais pas, les nouveaux actionnaires du jour, le montant de la levée du jour, des trucs comme ça. Si le truc tombe en rade à 9h08, à 9h09, il y a un mec qui a gueulé en disant comment ça se fait que le truc marche pas, quoi. Donc et ça, c'est des outils du coup qui sont quand même vachement utilisés par le cœur communauté qui est à fond, mais qui est fondamental parce qu'en fait, c'est eux qui font 99% du travail de l'ensemble, quoi. Donc c'est vraiment ces outils-là en fait servent ensuite à faire à grande échelle. Mais
faire du no-code quand il n'y a pas déjà ce qu'on appelle l'égrégore, c'est-à-dire l'envie de faire des choses ensemble, d'être ensemble, d'adhérer, de croire, il n'y a rien qui marche. Et c'est la seule façon d'ailleurs même de faire du management dans une boîte. Nous on a des salariés, on n'a pas besoin de faire du management. Mais jamais, parce qu'en fait, à partir du moment où les gens savent pourquoi ils sont là le matin, bah, je vois même pas ce que c'est le management en fait. Quand il y a rien à faire, mais vraiment rien du tout quoi. C'est ça le cœur de la communauté et pour les salariés aussi. Enfin bref, c'est de se dire que ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose qui est unique. C'est le seul truc qui fait que la communauté existe en fait, ça. Moi, j'avais juste une question parce que là, donc tu parlais que tu te réveillais très tôt et qu'il y avait des retours assez rapides. Ça se passe comment? Vous dormez 2 heures par nuit? Parce que là, c'est clairement juste impressionnant de voir le travail que vous avez réalisé côté cofondateur, mais aussi côté communauté, hein, avec les plus de 50 000 personnes. Comment vous arrivez à prendre de la distance par rapport à cette lutte contre le dérèglement climatique, de ne pas être éco-anxieux et de ne pas être anxieux tout court quand vous savez qu'il y a 50 000 actionnaires qui sont au taquet tous les jours, et comment vous arrivez à trouver un équilibre? C'est des questions que j'apprécie poser de plus en plus, notamment dans le cadre d'animation de communauté. L'équilibre, il est où pour vous? Il y en a pas. Il y a pas d'équilibre. Non, parce qu'en plus, comme on aime bien additionner les trucs, on a aussi des enfants en bas âge, en fait. Donc, enfin, là, je parle pour Denis et moi, mais on est d'autres dans l'équipe à en avoir. Donc, non, bah, enfin, après, je pense chacun met ses règles. Moi, personnellement, je travaille pas le week-end. Le week-end, c'est vraiment ma famille à 100%. Je travaille pas non plus après 18h, après 18h, en fait. Voilà, c'est ça mes limites. Par contre, je peux me réveiller assez tôt et je me fais aussi beaucoup réveiller la nuit, quoi. Donc, je sais pas, Denis, et toi aussi, t'as tes propres limites. Ouais, bah oui, comme tu disais, on jongle avec la vie de famille. Après, on est sur des métiers où on peut assez facilement jongler de l'un à l'autre, donc c'est aussi intéressant. C'est dur de décrocher parce qu'en fait, on y pense tout le temps. Bah après, quand on a des enfants en bas âge, hein, quand on a un petit coup d'anxiété, hein, il suffit de les regarder, de se dire bon, bah, on a l'occasion quand même de se bouger pour eux, pour la suite, et ça remotive, indépendamment des 55 000 personnes. Et oui, ça met aussi une pression. Caro, t'as raison. Mais à l'inverse, on a énormément de messages d'encouragement. C'est quelque chose qu'on n'avait pas enfin moi, j'avais pas du tout imaginé ça. C'est l'espoir qu'on peut donner à des personnes qui nous le disent. Et en fait, ça donne un boost extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que ça dépasse le petit côté anxieux des 55 000. Et puis après, c'est l'état d'esprit entrepreneur. Moi, je sais que j'ai plus ce mal-là, donc je le vis vraiment au quotidien à travailler par rapport à un Mehdi, mais ce côté, en fait, on avance, on essaye, on verra. On ne sait pas d'ailleurs si ça marchera au final, si on a la bonne solution. Enfin, on n'est pas du tout sûr que c'est la bonne solution. C'est pas parfait ce qu'on fait, mais en fait, on tente, on avance, on corrige, et puis après, ben, ce sera déjà ça de fait, quoi, en fait, finalement, de toute façon. Donc, c'est toujours de se redire cette logique de se dire, on avance, on regarde ce qui se passe, et après, on fera les comptes. On a une vision très très claire de où on doit aller, c'est ce qui est simple aussi, et des quelques valeurs clés sur lesquelles on ne veut pas transiger. Donc, on a cette notion de transparence, on a cette notion d'impact, on a cette notion d'innovation, cette dimension aussi d'accueillir tout le monde. Et ça nous drive au quotidien. Donc, on se réapplique ces règles-là, et puis ça motive. Après, comme tout le monde, on a des phases où on a des petits creux, mais on se rebooste mutuellement aussi, hein. Tout au début, tu demandais François dans l'histoire, et Mehdi t'a fait un historique long, mais il y a bien un côté bande de copains dans l'histoire où on s'entend super bien entre nous. Nico, on est plusieurs à l'avoir connu dans des moments de vie différents. Il a fédéré un peu autour de lui. Et maintenant, on est 10 au niveau du staff global permanent. Et c'est une petite famille aussi qui s'entend super bien. Donc, c'est évidemment que ça aide aussi, quoi. Mais on est clairement sujet aussi à l'éco-anxiété, comme tout le monde, d'autant plus que maintenant on a accès quand même aussi à des personnes très haut placées dans les entreprises, dans le monde politique, que ce soit gouvernement, que ce soit dirigeants de très grandes entreprises, etc. Donc on sait quel est le niveau de conscience, d'action, les limites, etc. Et donc il y a des jours où on se dit qu'on n'y arrivera pas, hein, mais en fait, enfin qu'on n'y arrivera pas. Là, on parle pas
là, de façon plus générale, c'est-à-dire l'humanité face à son challenge du changement climatique. Mais c'est des hauts et des bas. Et moi, ma vision de ça, c'est qu'en fait, comme c'est des systèmes beaucoup trop complexes, à la fois le système climatique est complexe, le système économique est complexe, les systèmes sociaux sont complexes, que la personne qui dit ça va se passer comme ça, je sais pas comment elle fait. Moi, je suis pas assez intelligent pour processer un truc aussi complexe que ça. Je pense qu'aucun ordinateur, même quantique, n'est capable de processer quelque chose d'aussi complexe. Et donc, quand on ne sait pas, euh, ça ne sert à rien, en fait, de mettre de l'émotionnel là-dedans. Et la bonne façon d'arriver à se mettre la tête à l'endroit, c'est que tout ce qui compte, c'est ce que chacun d'entre nous, on aura été capable de faire. Et ce qu'on est capable de donner comme sens au quotidien à nos actions. Parce qu'en fait, à partir du moment où on se met dans la marche, euh, même si on ne sait pas si à la fin on atteindra nos objectifs, ce qu'on sait tous, c'est que ce qui compte, c'est souvent le chemin en fait pour y aller. De toute façon, à la fin, on verra bien si ça a fonctionné ou pas, mais on n'a pas plus de prise dessus que le temps qu'on a passé, l'énergie qu'on a passé à le faire, quoi. C'est intéressant, ça me rappelle un peu les accords Toltec, où justement je fais de mon mieux et je prêche la bonne parole. Ouais. Et je trouve que je vous reconnais beaucoup là-dedans. Voilà. Caroline? Ouais, moi, je voulais juste souligner l'humilité dont vous faites preuve depuis le début du podcast. Voilà, quand vous avez présenté vos parcours, quand vous présentez ce que vous faites, vous avez droit. Ben, je sais que vous êtes fiers, mais c'est incroyable de voir l'humilité comme dans le discours depuis tout à l'heure et la bienveillance dont vous faites preuve, notamment envers votre communauté, d'accepter que tout le monde ne soit pas proactif. Je trouve que c'est vraiment très très inspirant en fait d'avoir cette bienveillance envers votre communauté qui est assez transparente et du coup je pense aussi qu'il arrive à faire en sorte qu'on soit de plus en plus hein, et on est déjà des milliers donc on peut devenir des millions. Alors moi Exactement. j'ai une question, c'est qu'un projet comme celui-ci, vous vous investissez à fond, les uns et les autres, chacun avec vos talents, vos caractères, vos passions, etc. Après 2 ans d'aventure commune, le soir quand vous vous couchez, comme aime bien dire Caro, est-ce que vous couchez avec la banane? Est-ce que vous avez l'impression de contribuer? Est-ce que vous êtes insatisfait encore? Dans quel état d'esprit vous êtes? Ouais, je sais pas, Mehdi, mais je pense qu'on est globalement quand même des internautes insatisfaits. On est assez conscient qu'en fait, c'est que le tout début, quoi. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'il y a encore énormément à faire si on veut aller au bout. Alors, il y a des choses très intéressantes sur l'enthousiasme, sur les 50 000, sur changer les choses, ne serait-ce que faire poser des questions aux gens qui se posaient pas avant, sur la façon de voir l'économie, la façon de voir l'impact. Donc ça, c'est des petites réussites déjà, mais faut être réaliste par rapport à l'ampleur du sujet. On est encore tout petit, donc non, moi à titre perso, c'est la banane ou l'anxiété. Non, l'anxiété non. L'épuisement, des fois, la banane elle reste pas longtemps, s'endort vite. Mais c'est plutôt l'insatisfaction et la volonté de continuer et en faire beaucoup plus. Et c'est ça qui est un moteur pour la suite. Et ça, je pense que tout l'équipe, enfin tout le staff, on est assez conscient qu'on est, ouais, c'est encore le tout début. On a envie de donner beaucoup plus, quoi. Ouais, je suis assez aligné là-dessus. Moi, je considère pas que Time a réussi, puisqu'en fait, Time aura réussi lorsqu'il y aura des dividendes climat massifs qui seront distribués. Et ça, donc, on peut pas le savoir avant quelques années. Euh, donc, je me pose pas cette question-là, parce que pour moi, on est juste en train de construire et on verra bien si le château va au bout ou pas. Euh, Après, vraiment le comment on se sent quand on va dormir, ça dépend vraiment des jours, hein. Il y a des jours où on est, mais ça c'est comme tout c'est l'entrepreneuriat, hein, c'est pas lié à Time for the Planet spécifiquement, mais il y a des jours où on se dit: «Mais en fait, ça va aller 10 fois plus vite que ce que je crois, tout se passe bien, tout est aligné», et des jours où on se dit: «Mais en fait, c'est impossible, on s'est encore lancé dans un truc, mais qui est infaisable», et en fait, c'est vraiment des montagnes russes, absolument permanentes, mais c'est le lot de tous les entrepreneurs. Tout le monde a déjà ressenti ça, régulièrement, hein. En tout cas, moi, ça a été déjà aussi le cas avant dans les d'autres entreprises, donc c'est normal. Alors vous avez une communication sur Time for the Planet qui est assez atypique, qui est à la fois drôle, cash, qui parle à tout le monde. Est-ce que justement c'est le fruit de frustration, d'enthousiasme, etc., où vous dites, bah écoutez,
Il faut qu'on reste quand même les pieds sur terre, qu'on soit réaliste et qu'on se prenne justement beaucoup de plaisir, même dans la manière dans laquelle on communique. En fait, on a choisi de communiquer d'abord pour le citoyen. Ce qui fait que c'est pas évident après, des fois aussi pour les entreprises, de comprendre de loin tout ce qu'on fait. Ça nous arrive souvent que d'ailleurs, qu'on nous dise sur les rendez-vous business, ah, mais on n'avait pas compris que c'était aussi sérieux ce que vous faites. Mais en fait, on peut pas communiquer pour tout le monde en même temps, donc on a fait un choix. Notre communication, elle est radicalement orientée citoyen parce que tout notre modèle, il est basé sur l'aspect communautaire. Et même les gains qu'il y a à pouvoir évaluer plein d'innovations, c'est lié au fait qu'on a 6000 évaluateurs, enfin 6000 personnes qui ont suivi une formation d'évaluation. Ça me semble encore plus dingue, moi, que le fait d'avoir 55 000 actionnaires, en vrai. C'est qu'il y a 6000 personnes qui ont été formées à évaluer des innovations en visio pendant 2 heures sur leur temps personnel et qui, derrière, ont évalué. Il y en a qui ont évalué, on a calculé, c'est comme s'ils avaient passé 5 journées sans dormir à faire que évaluer. C'est complètement fou. Et donc, c'est pour ça qu'on est orienté citoyen de base. Et donc, si on veut embarquer les gens, il faut avoir une com qui fait rire parce qu'en fait, il y a que l'humour qui engage. En fait, le fait de faire peur, ça fixe les gens. Hein. Quand on a peur, on se remet sur soi-même, on bouge plus. Alors que quand on est détendu, qu'on a envie de rigoler, on a envie de continuer, de prolonger l'expérience, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a ce mode de communication-là, très cash. Effectivement. Et ça, maintenant, c'est vraiment l'ADN de Time. On essaye de toujours mettre de l'humour dans tout ce qu'on fait, quoi. Et ça, c'est pareil, on l'a un petit peu construit. C'est-à-dire que c'est pas des choses qui ont été définies au début, à se dire Time, ça va être comme ça la communication, quoi. Les premières vidéos, on avait quelques images catastrophistes. La première conf de Mehdi, il parlait pendant 1 heure du problème climatique, parce qu'en fait, c'était pas connu. On a une chance aussi, c'est que ça commence à être connu, qu'il y a plus en plus d'outils de sensibilisation. Et c'est pas la mission de Time de sensibiliser sur le problème climatique. Mais au début, on s'était un peu sur ces éléments de communication. Et en fait, voilà, petit à petit, on se fait recentrer progressivement sur ce qui fonctionne, ce qui engendre une énergie positive et qui est en phase avec du coup l'ADN de Time. Et en effet, il y a cette communication à la fois décalée, mais sans jugement. Et un autre aspect, c'est que pour pouvoir fédérer, il faut pas jeter la faute sur l'un ou l'autre. Un des premiers articles que moi j'avais rédigé sur le site, on prenait les datas et en fait on peut dire le fautif du réchauffement climatique, ça peut être si on regarde les chiffres actuels, on a le côté Asie qui produit le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Si on regarde l'empreinte à titre individuel, ce sera plus sur les US ou l'Australie parce que à titre finalement rapporté à la personne, c'est eux qui polluent le plus. Si on regarde depuis l'ère industrielle, finalement l'Europe avait fait tellement avant en termes de développement industriel que l'Europe est toujours devant en termes d'émissions globales. Donc en fait, on peut en faire ce qu'on veut et on retombe dans les débats stériles qui ne servent à rien. Et tout le monde a été une part de responsabilité. Tout le monde malheureusement va être impacté indépendamment de son empreinte et même de manière assez inégale par rapport aux émissions. Et donc, on est persuadé que tout le monde doit faire partie de la solution et il faut une communication qui aille dans ce sens-là et on insiste sur ce point-là. C'est-à-dire que d'ailleurs, on acceptera tout le monde dans Time for the Planet. On n'est pas là pour juger. On n'a déjà pas la compétence pour le faire. Et surtout, ça amène à l'immobilisme et pas du tout à l'action. Et voilà, notre maître mot l'a compris, c'est d'agir. On ne sait pas si ça suffira. Enfin, on sait que ça suffira pas, malheureusement, plutôt même. Mais en tout cas, il faut agir, il faut le faire et le faire à fond, quoi. Caroline, on vient de passer un moment avec nos amis de Time for the Planet. Tu veux nous faire une petite synthèse? Comment tu te sens? Est-ce qu'ils t'ont donné la banane, justement? La banane, oui, je l'ai, clairement. Merci, c'est super intéressant de vous écouter. Juste petite anecdote sur un de vos slogans, du coup, qui est pisser sous la douche ne suffira pas. Il y a quelques années, moi, quand j'animais des formations, je disais soyez fiers de faire pipi sous la douche. Et maintenant, j'offre votre manifeste en fait à mes stagiaires, en tout cas à certains d'entre eux. Donc, on change aussi de position. J'aime bien aussi la référence à tabasser le CO2. Alors même tout en restant pacifiste, voilà, il y a vraiment des slogans qui fonctionnent. Nous sommes des milliers, soyons des millions. Voilà un petit peu une synthèse à chaud. Moi, je trouve ce qui est particulièrement inspirant pour notre secteur d'activité, qui est le tourisme, c'est de voir comment il est possible
de réfléchir à un nouveau modèle de gouvernance à travers un statut juridique qui est innovant, qui laisse la place pour innover. La rigueur dans la méthodologie et le choix des évaluations dans la gestion de la communauté, cette rigueur que vous avez réussi à caler dans une méthode, dans un protocole, en traduisant vos valeurs. C'est assez incroyable de voir ce côté méthodologie rigoureuse, alors que derrière, il y a des valeurs, vous parlez avec votre cœur, avec vos tripes. L'éthique aussi, voilà, si on vous écoute et qu'on a la banane, c'est parce qu'en fait, vous arrivez à nous parler, à nous toucher, parce qu'on croit en ce que vous dites, et c'est pas juste à nous vous envoyer des petites étoiles dans les yeux, même si c'est Time for the Planet. Donc voilà, moi je trouve particulièrement inspirant d'avoir eu le culot de créer une boîte sans être expert du climat, d'essayer de dénicher des innovations pour tabasser le CO2, de les financer et d'être ce facilitateur pour mettre en marché ces innovations. On l'a pas dit, mais un de vos critères aussi de déploiement de vos innovations, c'est l'open source pour le déploiement à l'international. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas ce côté concurrence déloyale. L'idée, c'est vraiment d'être collective, de battre collectivement le CO2 et le dérèglement climatique. Donc bravo à vous. Derrière aussi les cofondateurs, il y a une équipe qui s'agrandit, il y a la communauté qui s'agrandit. Donc vous êtes 10. Vous pouvez peut-être aussi faire un petit mot là-dessus sur le reste de l'équipe. Donc on a parlé de Nicolas qui est un des cofondateurs et du coup qui est Monsieur Intelligence Collective. Mais il n'y a pas que lui. Donc si vous pouvez aussi parler de vos collaborateurs. Alors, on peut pas citer évidemment les 6 000 évaluateurs et les 56 000 actionnaires, mais tout sera disponible. Tout est disponible sur votre site. Mais en tout cas, de parler de le reste de l'équipe parce que c'est aussi très très bien organisé. Avec plaisir. Du coup, il y a bien sûr Arthur Aubeuf, qui est la personne qui s'occupe. Je suis désolé, ça bip de partout. Arthur Aubeuf, forcément, on parle d'Arthur, il faut qu'il y ait des notifications. Ça, c'est la base du truc. Je dis ça parce que lui, il s'occupe de la communication extérieure, en particulier sur les réseaux sociaux. Et donc, il a une vie qui est à base de WhatsApp et de notifications, qui l'a conduit à un quasi burn-out il y a quelques semaines, mais il est revenu avec énormément de pêche. Là, on l'arrête plus. Donc voilà, c'est lui qu'on le voit le plus souvent à l'extérieur en fait de Time. Ensuite, Denis, je te laisse continuer. Ouais, il y a Laurent Morel également, qui est une personne qui est à l'opposé d'Arthur. On voit beaucoup moins. C'est la personne qui est qui gère toute la partie plutôt back office, toute la partie administrative, financière, la levée de fonds, le fait qu'on puisse souscrire en continu. En fait, c'est d'apparence. Derrière, il y a une vraie logique administrative à gérer, et c'est Laurent qui gère tout ça. Et donc, si Time for the Planet grossit et tient comme ça, c'est parce qu'il y a Laurent qui tire dans tous les sens et qui tient tout derrière. Et donc lui, il s'occupe de tous ces aspects-là. On le voit souvent moins, mais vous pouvez le voir dans les questions-réponses, puisqu'on participe pour le coup tous aux questions et réponses du jeudi. Avec lui, il y a Émilie. Émilie qui nous a rejoint, alors je ne veux pas dire de bêtises, il y a 1 an maintenant, je dirais à peu près, qu'on appelle le couteau suisse dans l'équipe, et qui finalement fait aussi un lien entre la communauté et toute la partie back-office administrative, et qui nous libère énormément de charge mentale aussi pour toute l'organisation d'événements, qui est un sujet important. Et en plus, la pauvre, on est nombreux à avoir la tête en l'air quand c'est l'organisation d'événements, et à s'y prendre au dernier moment, etc. Et donc elle structure tout ça, et elle est ultra précieuse sur tous ces sujets. Après, je te laisse continuer, Mehdi, je reprendrai la main après. Ça marche. Donc après, il y a Claire Denien qui est en charge des grands investisseurs. Donc elle travaille dans l'ombre, mais du côté de toutes les personnes qui ont la capacité d'investir des centaines de milliers ou des millions d'euros, ce qui est essentiel en fait pour la levée de Time et sa capacité d'action. Il y a Emma Scribe qui est aussi directrice générale grands investisseurs, mais qui elle travaille plus avec moi sur le volet dividende climat. Donc c'est avec elle qu'on a conçu tout le système, qu'on a fait travailler les experts carbone, qu'on a mobilisé l'international, le lobbyisme, etc.
Il reste Hugo Lennart également, qui était le premier salarié de Time for the Planet, qui s'occupe de toute la partie notamment vidéo. Donc c'est grâce à lui qu'on a pu aussi créer le média. Donc on a fait des interviews de plein de personnes avec qui on est d'accord ou pas, mais qui nous permet de mieux comprendre le problème sous tous ses angles. Alors il est plus derrière la caméra que devant, mais en effet il est précieux pour tous les différents supports, et notamment on a fait des petits films pour expliciter là récemment l'histoire de Time sur les premières années. Et ben c'est lui qui est à la fois la vidéo, au montage, et qui travaille du coup évidemment beaucoup avec Arthur, qui est sur tous les supports vidéo et différents supports de communication que vous pouvez voir. Voilà, on avait besoin que ce soit très qualitatif, parce qu'en fait la forme compte aussi pour valoriser le fond, et donc c'est pour ça que ça a été la première recrue, tout simplement. Je crois qu'on a fait le tour, parce qu'on a déjà parlé de Nicolas, mais sinon donc Nicolas est la personne qui s'occupe de toute la partie communauté, valeurs, et globalement le lien aussi avec l'ensemble des personnes de Time. N'oubliez personne, j'espère, Mehdi. Du coup, il y a un membre de l'équipe en plus dont on n'a pas parlé, Exact. c'est Cécile Duranton, parce que notre stratégie sur l'international, donc ça c'est Cécile qui le lead, c'est le fait d'aller avoir une stratégie dans laquelle Time va pas être un mouvement français qui pilote des communautés étrangères, mais que en fait on soit un mouvement nativement international. Et donc le rôle de Cécile, c'est d'aller trouver dans les pays, donc là on commence par UK, d'aller trouver en Angleterre les fondateurs qui deviendront managers généraux de Time for the Planet, donc à égalité d'un point de vue décisionnel de Denis et moi, pour créer le Time for the Planet UK et ensuite développer l'ensemble des pays. Donc ça, c'est ça la stratégie qu'on a choisie en fait pour être certain que l'international va pas être juste un petit add-on, mais va être natif dans Time. Merci beaucoup à tous les trois pour ce moment très, 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 très inspirant. Moi, ce que j'entends aussi, à part Time for the Planet et son objectif carbone, etc., moi, ce que j'entends aussi, c'est l'entreprise d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez parlé de débloquer, de comprendre quelles sont les problématiques et d'agir en fonction de ces problématiques. Et on parle de problématiques sociales, environnementales, etc. Ensuite, au sein de l'entreprise, d'aller vers les solutions, de débloquer les problèmes, de toujours essayer de chercher la solution pour pouvoir avancer et pas trop se projeter dans le futur, mais arriver étape par étape, on avance au fur et à mesure. La notion de plaisir, de fun, je trouve que c'est tellement important aujourd'hui. On a tellement d'opportunités pour faire la gueule. Et je trouve qu'on a besoin d'opportunités justement pour prendre du plaisir. Et si on ne prend pas du plaisir dans notre boulot et on n'arrive pas à s'épanouir, eh bien vraiment, c'est pas fun, quoi. C'est pas du tout fun. Et je crois qu'on a besoin vraiment de s'épanouir au travail. Et puis, vous avez dit quelque chose, moi, qui m'a beaucoup touché. Et on ne le dit pas assez, aussi bien en entreprise ou dans toutes les organisations, c'est les remerciements. Je trouve que ça, c'est quelque chose de très puissant, de dire merci à tout le monde, quel que soit leur niveau d'engagement et quel que soit leur rôle dans l'entreprise. Et moi, je tiens à vous remercier vraiment pour ce temps passé ensemble, parce que vous m'avez donné tout simplement la banane, mais plus que ça. C'est-à-dire que vous m'avez montré que voilà, on peut avoir des projets qui ont du sens, des projets qui peuvent être très ambitieux, mais en rassemblant un collectif de personnes qui non seulement ont envie de s'engager, mais aussi de prendre plaisir dans cet engagement, peuvent contribuer justement au changement nécessaire dans notre société, sur la santé de notre planète aussi et de l'humanité. Donc, bravo. Je souhaite longue vie à Time for the Planet. Je vous remercie. Caroline, tu as été une partenaire géniale. Merci beaucoup. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action.
Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.